Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à Aix-en-Provence comme chaque année. Bienvenue à vous tous dans cette session décidée avec les parties prenantes. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de transformation du monde sans décider avec les parties prenantes. C'est le thème de cette session. Alors de quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? C'est les questions qu'on va poser à nos panélistes. Avec la crise du Covid-19, vous le savez, les entreprises ont connu des mutations très importantes en un temps record, de nouvelles formes de travail, mais aussi de nouvelles obligations. Alors direction, salariés, investisseurs, actionnaires, syndicats, dans quelle mesure faut-il revoir les rapports de force entre les différents acteurs économiques? Comment répartir la valeur ajoutée des entreprises entre les différentes parties prenantes? Dans quelle mesure les acteurs économiques peuvent-ils décider conjointement des décisions à prendre pour maximiser les profits tout en assurant une redistribution satisfaisante? Enfin, comment mieux décider avec l'ensemble des parties prenantes dans un contexte macroéconomique incertain? Alors on va en parler avec nos participants. Sachez qu'il y a une personne qui est anglophone sur ce panel, donc si vous ne parlez pas l'anglais, je vous invite à mettre les casques pour la comprendre. Donc Oliver Wild est avec nous, il est président de l'AMRAE, Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. C'est une association qui regroupe 1500 adhérents et qui s'occupe donc du management des risques. Et vous allez nous expliquer justement, Oliver, en quoi manager les risques aujourd'hui rejoint notre sujet de décider avec les parties prenantes. À côté de vous, Laura Hartmann, de la Confédération Générale du Travail de Suède, l'une des confédérations les plus importantes en Suède, puisqu'elle regroupe les principaux syndicats suédois et elle est traditionnellement liée au Parti social-démocrate en Suède. Lucie Bach est à côté de vous, donc la fondatrice de l'application Too Good To Go, une application qui met en relation, pour ceux qui ne la connaissent pas, des commerçants qui ont des invendus en fin de journée avec des consommateurs. L'objectif, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette application vous a valu, Lucie Bach, d'obtenir le prix Margaret en 2018 lors de la journée de la femme digitale. Et vous avez été qualifiée de femme entrepreneur de l'année. Alors vous allez nous raconter comment ça marche, cette application, et comment justement on peut lier la rentabilité avec la recherche de faire moins de gaspillage, qui est donc quelque chose qui préserve l'environnement. Hippolyte Marchetti, partner chez Allen & Overy, donc un gros cabinet d'avocats. Vous intervenez notamment dans le cadre des dossiers en matière pénale, droit pénal des affaires. Vous assistez vos clients dans la mise en place de programmes, des programmes de conformité justement liés à la législation anticorruption, lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, abus de marché, sanctions internationales, donc tous ces domaines qui nous intéressent directement. Olivier Pastré, bon, on ne le présente plus, Olivier, du Cercle des économistes, qui va cadrer cette session, puisqu'il est en charge de la coordination de la session. Olivier, tu vas démarrer avec quelques points introductifs pour cadrer ce débat. Il y a 5 transformations nécessaires, c'est ce que tu vas nous dire. Merci beaucoup. D'abord, première décision que j'ai prise sans l'accord de Stéphanie, mais elle va être forcément d'accord, c'est qu'on va changer le titre de la table ronde. Parce que décider avec les parties prenantes, je trouve ça grotesque. Il faut donner la priorité aux parties prenantes. Décider avec, on a l'impression que c'est des sous-fifres et c'est évidemment pas le cas. Cette table ronde sera marquée par l'absence de langue de bois. Chaque fois qu'il y aura une phrase de langue de bois, il y a un truc qui va sonner. Donc on est là pour échanger, on est là pour affronter des idées et comptez sur moi pour vous y aider si vous n'avez pas la tendance naturelle à le faire. On a décidé de faire macro, micro pour simplifier, mais enfin évidemment tout le monde a le droit d'inverser les deux éléments, macro et micro, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors les parties prenantes, c'est quoi ? C'est une traduction du mot stakeholder aux États-Unis. Alors, c'est assez simple. Qui sont les parties prenantes? Les investisseurs institutionnels, banques, assurances, fonds de pension.
les syndicats bien évidemment, je dirais presque avant tout, les associations, évidemment, on en a une représentante éminente, les associations de consommateurs, mais aussi les associations de fournisseurs. On a découvert avec le blé et les circuits intégrés que les fournisseurs, c'était quand même relativement important. Alors, partie prenante, c'est simple. Partie, c'est la négation du libéralisme absolu. C'est parti avec un E, mais c'est aussi des partis sans E. Vraiment, c'est des forces de proposition. Et prenantes, c'est bien ça le sens. Elles prennent des décisions et il faut qu'elles rythment les négociations dans les années qui viennent. 5 transformations indispensables. Je prends le thème de l'ensemble des journées d'Aix, transformer le monde. 5 transformations, 3 macros, 2 micros. Macro, premièrement, il faut absolument donner la primauté à l'approche bottom-up. Bottom-up, ça veut dire du bas vers le haut, ce qui est le contraire de ce qu'on a fait pendant 40 ans grâce à Keynes. Et bon, tout n'est pas acheté dans l'approche top-down, c'est-à-dire inverse, du haut vers le bas. Mais maintenant, il faut inverser la tendance. C'est la base qui doit nécessairement prendre le pouvoir entre guillemets, parce que l'approche top-down dans une économie complexifiée, mondialisée, ça crée des rentes, et les rentes, c'est pas bien. Donc il faut changer de modèle. On a vécu avec Jupiter, il va falloir vivre avec Sully. Sully, c'est l'inventeur de la poule au pot, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est-à-dire, il faut que la base ait au moins une viande par semaine pour qu'il y ait une cohésion sociale. Donc, non à Jupiter, oui à Sully, et donc oui au corps intermédiaire. Deuxième transformation, il faut pénaliser le short-termisme, le court-termisme. Alors, il faut bien sûr prendre des mesures à court terme, ça, c'est pas la question, mais sur le fond, il faut mettre un terme à la dictature des marchés. L'idée que les boîtes doivent sortir 15% de rentabilité par an, trimestre après trimestre, mon camarade assureur pourra vous dire que c'est complètement con. Heureusement, les mutualistes ne le font pas, mais il faut arrêter d'avoir cette épée de Damoclès, et donc il faut évidemment pénaliser tout ce qui est court-termisme. On le voit en ce moment, il y a des profiteurs de guerre. Ça va pas, les profiteurs de guerre, parce qu'il faut que les boîtes se financent. Alors elles vont sur les marchés financiers, et pour ça, il faut qu'elles délivrent une rentabilité qui aujourd'hui est à un niveau complètement absurde. Troisième transformation, il faut conditionner toute intervention de l'État à l'établissement et surtout au redémarrage de l'ascenseur social. Oui, il faut aider les plus faibles et il faut aider à monter. Il n'y a plus d'ascenseur social. La grande force des 30 Glorieuses, c'était qu'il y avait un ascenseur social. Le président des caisses d'épargne avait commencé au guichet à 7. Il est devenu président. Ça prouve bien qu'on peut monter, mais aujourd'hui, objectivement, l'ascenseur social est en panne, et donc il faut le faire redémarrer. L'augmentation du SMIC, c'est complètement con. Par contre, donner un espoir aux jeunes, ça c'est vraiment intelligent. Et dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Et la participation, l'intéressement, dont Elisabeth nous a dit tout le bien qu'elle en pensait hier. Bon, c'est bien d'en penser du bien, mais il faut que ça se fasse. Or, on est dans ce domaine très en retard, et il faut redonner espoir à la jeunesse. Voilà pour la partie macro. Micro, mettre un terme au greenwashing chez les investisseurs institutionnels. Là, il y en a marre. La RSE, l'ESS, l'ISR, je ne vous dis même pas ce que ça veut dire. C'est incompréhensible. En plus, il y a peu de gens qui le fassent de manière vraiment sérieuse. Donc il faut arrêter de peindre en vert un certain nombre de choses. Il faut vraiment rentrer dans la réalité et agir. C'est comme les entreprises à mission. C'est vachement bien, les entreprises à mission, ils ont l'idée. Ça veut dire que les entreprises n'ont plus
uniquement pour seul objectif la rentabilité, mais qu'il faut regarder le show. Je rappelle simplement, et alors évidemment je vais me faire tuer par son président, Yves Rocher continue à produire en Russie. Je veux bien, mais franchement, Yves Rocher est une entreprise à mission. Si c'est ça sa mission, franchement, c'est quand même pas terrible. Donc arrêtez le greenwashing. Et puis dernier point auquel je tiens particulièrement, et je t'aime, tu m'aimes, il faut renforcer le pouvoir des syndicats. En France, en Suède, c'est pas parfait, mais c'est quand même vachement bien. En France, c'est absolument lamentable. On a un taux de syndicalisation qu'on annonce à 10%, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est 5%. Donc, on a des syndicats éclatés. Donc, on a des syndicats qui sont pas capables de faire des propositions parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et donc, évidemment, ils se politisent. Et donc, on ne peut pas discuter avec eux. Je caricature. Mais il faut financer les syndicats par une taxe sur les salariés, sur les entreprises, une aide de l'État, je m'en fous. Mais il faut absolument renforcer ces parties prenantes qui doivent être les intermédiaires entre les salariés et les patrons. Là, il faut qu'on prenne une décision. Donc, on va voter ça à la fin en motion terminale pour l'intégrer dans la déclaration finale des rencontres. De toute façon, cette table ronde est de très très loin la plus importante de toutes les rencontres, comme toutes celles à laquelle je participe depuis le début, depuis 22 ans. C'est la plus importante parce que sans partie prenante active, on n'y arrivera pas. C'est pas l'État tout seul qui va y arriver, c'est pas les consommateurs. Alors maintenant, moi, je prends des douches. D'abord, ça me fait chier. Et puis, franchement, ça va pas changer la planète. Il faut que les individus agissent, que l'État agisse. Mais au milieu, il y a les corps intermédiaires, il y a les parties prenantes. Et il faut qu'elles prennent le pouvoir et qu'on les aide à le faire. Je vous en supplie, pas de langue de bois, des propositions. Et à ce moment-là, à la fin de la session, on aura redonné la priorité aux stakeholders et on sera sorti de la domination actuelle des stakeholders, stake S-T-E-A-K, qui est la règle aujourd'hui et qui n'est pas terrible. On va revenir à stake S-T-A-K-E. Et on est tous là pour vous en convaincre. Et après, la lutte commence. Merci, Stéphanie, Olivier. c'est toi le chef. Donc là, tu as mis la pression sur le panel. Olivier Wild, alors vous qui êtes président des assureurs et qui vous occupez de gestion de risque. Pardon ? Oliver, pardon, oui, Oliver. Bon, c'est le même prénom en fait, hein, juste il y en a un qui est il y a l'anglais et le français. Alors Oliver, pardon. En quoi cette gestion des risques, puisque c'est votre spécialité comme assureur, en quoi a-t-elle évolué et en quoi est-ce qu'elle évolue pour intégrer l'ensemble des parties prenantes et peut-être d'autres problématiques que celle du profit, par exemple la responsabilité sociale dans l'entreprise, mais sans faire du greenwashing, parce que c'est ça le défi dont vient de parler Olivier. Oui. Donc moi, je représente les risk managers et les assureurs. Les risk managers étant un métier fondamental pour aider l'entreprise à être responsable, durable. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a un outil auquel a fait référence Elisabeth Borne, notre Première ministre, hier, qui est comment j'anticipe les risques, comment je renforce la résilience de mon entreprise face à des crises. Mais dans l'anticipation des risques, il y a aussi l'anticipation des opportunités. Et donc cette cartographie, qui est un outil structurant pour l'entreprise responsable, permet d'identifier les enjeux auxquels elle doit faire face, de court, moyen et long terme. Donc quand on a dit ça, et que je fais mon exercice de cartographie des risques, je dois être à l'écoute. À l'origine, on faisait des cartographies des risques en interne, avec des parties prenantes internes. Donc le COMEX se réunissait, discutait, disant bon, bah voilà, qu'est-ce qui va venir dérailler mon plan stratégique, quels sont les obstacles à la réalisation de mes objectifs. D'une part, plutôt cadré sur des objectifs de performance financière. Maintenant, l'attente, elle a changé. On l'a entendu des financiers ici aux rencontres en disant on attend une performance plurielle sur l'environnement, sur le social, le sociétal. Et aussi sur la performance financière. Dans ce cadre-là, je suis obligé d'élargir mon exercice de cartographie des risques pour avoir une contribution des parties prenantes. Parties prenantes qui sont non seulement de discuter avec le directeur des ressources humaines, par exemple, sur le sujet recrutement et rétention des talents, mais d'aller chercher les parties prenantes qui sont les salariés. D'aller aussi en dehors de l'entreprise et d'aller chercher des parties prenantes externes.
Donc ça a vraiment changé. Et ça a vraiment évolué. Et comment est-ce que concrètement ça s'est traduit? On a fait une petite enquête au sein de l'association pour préparer ces rencontres justement et avoir des éléments factuels, donc pas de langue de bois. On a consulté la communauté des risk managers. Et le retour, c'est que 40% des entreprises qui ont consulté ont un comité partie prenante. C'est-à-dire qu'ils se sont dotés d'un corps, d'un comité au sein de l'entreprise qui intègre des parties prenantes internes et externes pour venir alimenter les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc on voit bien un changement. C'est pas, contrairement à ce qu'on a pu vivre historiquement, c'est pas du greenwashing puisqu'il y a une approche intégrée. Et on voit bien comment la cartographie des risques maintenant a déjà commencé, et on l'a vu au travers de la résilience des entreprises face à des crises. Celles qui ont vraiment utilisé leur cartographie des risques, qui ont mis des moyens de maîtrise en œuvre, ont mieux résisté à des chocs ou à des stress. Donc quel type de risque, par exemple? Le risque de pandémie, par exemple, même s'il n'a pas été identifié en tant que tel dans des cartographies des risques, les problématiques d'approvisionnement, par exemple, les problématiques de rétention de talents. Aujourd'hui, il y a une concurrence pour aller chercher les talents. Quand on fait la vraie analyse de risque, on se rend compte que d'un pays à l'autre, on va avoir différentes attentes de la partie prenante recrutement. Aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, en Europe, il faut donner du sens aux jeunes pour les attirer dans l'entreprise. Si vous passez à côté de ça, vous n'allez pas accueillir les talents. Aux États-Unis, ce n'est pas la même prise de conscience. Donc il faut comprendre cette attente-là aussi et adapter sa stratégie en fonction des géographies, des attentes des différentes parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est vos clients, vos investisseurs, vos salariés. Il y a une partie prenante qui est représentée par des ONG, par exemple, qui est la planète. Il faut intégrer cet aspect climat. Et donc l'outil, on voit bien que cette cartographie des risques, en y intégrant les parties prenantes, permet d'orienter et d'améliorer la boussole qui est nécessaire pour orienter la stratégie de l'entreprise. Et quand on le fait, on est déjà une entreprise beaucoup plus désirable pour ses parties prenantes. Laura Hartman, la Suède est un pays de cogestion. Les syndicats donc, sont extrêmement puissants. Et vous êtes à la tête de cette confédération, l'une des plus puissantes d'ailleurs de Suède. C'est une culture en Suède, puisque 80% donc, des salariés sont syndiqués, contre 10% en moyenne en France. Est-ce que pour vous, ça reste justement la meilleure façon de prendre en compte les parties prenantes que d'associer les syndicats à toutes les décisions? Thank you very much for inviting me. Eh bien, merci de m'avoir invité. Bonjour, c'est à peu près tout ce que je sais vous dire en français. Je vais donc vous parler anglais. Oui, en tant qu'économiste en chef de la Confédération générale du travail de Suède, j'ai des prédécesseurs qui ont effectivement participé au développement de ce que l'on appelle le modèle suédois. Mes collègues finlandais l'appelleraient le modèle nordique ou scandinave. En fait, c'est un modèle qui contient à peu près toutes les clés nécessaires au challenge du verdissement actuel. En fait, notre modèle repose sur 4 piliers. D'abord, des syndicats forts, comme vous l'avez dit, 70% de densité syndicale qui contribuent aux conventions collectives. Des salaires basés sur la solidarité, c'est-à-dire que les salaires sont fixés par une discussion collective, un dialogue social et non pas sur des bases économiques individuelles. Et ensuite, sécurité dans la transition de manière à créer l'acceptation de ce modèle. Nous avons laissé mourir les entreprises qui n'étaient pas bénéficiaires pour pouvoir avoir des sociétés solides. En effet, il faut une sécurité dans la transition pour travailler. Il faut travailler sur les politiques, l'éducation, la formation, l'assurance chômage. Et le 4e pilier, c'est bien sûr le système d'éducation du public et un système social financé sur la fiscalisation, sur les impôts.
Alors, nous avons ainsi une bonne croissance et un degré très faible d'inégalité, même si c'est indiscutable quand même. Alors, pourquoi est-ce que c'est bon dans cette situation de transition verte? Eh bien, d'après ce que nous avons entendu dans son conférence, on a beaucoup parlé des gilets jaunes que vous connaissez bien en France. On a un peu ce type de discussion en Suède, mais il faut de l'acceptation. Il faut que la transition verte se fasse dans l'industrie et l'État et le public, l'élément public a un rôle à jouer, notamment pour la réglementation, mais il est essentiel de s'assurer que l'on a l'acceptation du grand public dans le pays et des citoyens. Et pour le modèle suédois, il faut que l'on s'assure que les gens se sentent rassurés dans ce monde d'insécurité, de crainte et de colère. Il est important de renforcer ce type de modèle, mais il faut vous rendre compte que c'est un modèle qui est totalement interdépendant. Vous ne pouvez pas améliorer un élément et penser que tout va s'améliorer. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Lucie Bache, votre application, alors Too Good To Go. Juste un mot, oui. comme quoi le paradis existe. Comme quoi, le paradis existe, mais après, il y a des défis aujourd'hui. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des défis à relever du côté de la Suède, parce qu'il y a eu des réformes libérales qui allaient un peu à l'encontre de ce modèle. Donc, vous nous en direz un mot juste après. Lucie Bache, votre application Too Good To Go, donc, elle a 6 ans, c'est ça? Et bon, racontez-nous un petit peu comment ça marche. 60 millions de consommateurs, vous touchez. C'est ça, 15 pays, dont les États-Unis et le Canada. Vous êtes lancé aux États-Unis récemment. 150 000 commerçants qui utilisent votre application et 1300 collaborateurs. Donc une vraie success story en 6 ans. Donc racontez-nous comment vous arrivez justement à avoir un modèle économique rentable tout en ayant comme objectif de limiter le gaspillage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous, on est parti d'un constat. Je ne sais pas si vous savez la part de la nourriture qui est gaspillée dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète. Donc, moi, j'ai découvert ça en travaillant dans les usines de production de Nestlé. Et c'est vrai que ça m'a un peu fait un espèce de choc électrique. Je me suis dit que le modèle alimentaire qu'on cautionne tous aujourd'hui, en s'alimentant au quotidien, il était obsolète et que j'avais envie de mettre mon énergie et mon temps à changer ça. Donc on a lancé effectivement Too Good To Go, qui est un concept très simple. Le nombre de gens qui m'ont dit « Ah oui, moi aussi j'y avais pensé », c'est la preuve qu'une idée, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment son implémentation et sa concrétisation. Et donc on a lancé Too Good To Go, qui est une application mobile qui connecte des commerçants qui ont des invendus en fin de journée et vous et moi, des citoyens du quartier qui allons passer les récupérer. Donc le citoyen paye un petit prix sur l'application, on est entre 3 et 5 euros, et récupère 3 fois la valeur de ce qu'il a payé sur l'application, 2 produits qui seraient partis à la poubelle 10 minutes plus tard, mais qui sont encore tout à fait bons à être consommés. Là-dessus, sur ces 4 euros payés sur l'application, Too Good To Go va prélever 1 euro et reverser le reste aux commerçants. Donc c'est comme ça que vous avez un fonds de roulement avec ce 1 Exactement, euro ça nous permet d'avoir un vrai modèle économique, mais gagnant pour toutes, justement pour les parties prenantes. Le commerçant ne jette plus, il récupère une petite somme. Le consommateur se nourrit à un tiers du prix. Et nous, on peut créer une entreprise qui aujourd'hui, effectivement, emploie 1300 personnes sur, non pas 15, mais 17 pays, avec la Chine et les États-Unis depuis. Pardon, avec les États-Unis et le Canada, la Chine on n'y est pas encore, peut-être un jour. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on construit des modèles d'entreprise qui ont un modèle économique pour maximiser leur impact et pour faire des modèles gagnant-gagnant-gagnant où la planète est gagnante aussi. Parce qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on s'y met tous, on peut avoir un impact énorme sur le climat aussi. Un mot sur les associations, parce qu'a priori, les invendus étaient donnés aux associations. Donc, est-ce que vous êtes concurrents, là Alors, je vous rassure, ils le sont toujours. Quand je parle de 40% de la nourriture produite, il y a vraiment du gaspillage alimentaire pour tout le monde, malheureusement. Donc, nous, on s'est vraiment développé
au sein d'un écosystème déjà existant. Il y avait déjà énormément de gens qui faisaient des choses pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et l'idée, ça a été de venir compléter leur action. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les associations, elles passent récupérer souvent des volumes importants de nourriture. Elles ne peuvent pas passer chez tous les petits boulangers de quartier à qui il reste 2 sandwichs et 3 pâtisseries en fin de journée. Elles ne peuvent pas récupérer tous les produits parce qu'il y a des problèmes de chaîne de froid, il y a des problèmes de logistique. Les bénéficiaires ne mangent pas aussi tout type de produits. Et donc nous, ce qu'on explique, c'est qu'on vient vraiment passer après les associations pour tous les produits qui n'ont pas pu être récupérés et donnés à des bénéficiaires qui sont dans le besoin. Ce dont on se rend compte avec Too Good To Go, c'est quand même aussi qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas bénéficiaires des associations de dons, mais qui galèrent tous les mois à se nourrir correctement. Et en fait, là, on a un vrai exemple on multiplie le pouvoir d'achat par 3, parce que tout simplement, ils peuvent se nourrir via l'application sans passer par les associations, qui est souvent un passage difficile quand même de commencer à aller se nourrir aux banques alimentaires. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se nourrissent aussi via Too Good To Go. Et pour vous, le rôle sociétal de l'entreprise, c'était quelque chose que vous aviez en tête après votre expérience chez Nestlé? Tout à fait. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est vraiment le véhicule d'impact le plus efficace. Et l'idée, c'est de remettre l'argent comme un moyen et non pas comme une fin. Nous, notre rôle, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais on a besoin d'un modèle économique dans le monde capitaliste dans lequel on est pour maximiser cet impact, pour créer des emplois et pour mettre tous ces talents au service d'une cause qui leur est chère. Mais notre mesure de performance principale, c'est le nombre de repas sauvés au quotidien. Et aujourd'hui, c'est plus de 300 000 repas par jour qui sont sauvés de la poubelle grâce à Too Good To Go. Bravo, en tout cas, c'est un sacré démarrage, hyper croissance. Hippolyte Marchetti, alors vous êtes l'avocat du panel. Est-ce que vous pouvez rebondir peut-être sur ce qui a déjà été dit? Est-ce que vraiment il y a un changement de paradigme puisque vous avez un certain nombre de clients, vous essayez de les mettre en conformité avec les nouvelles réglementations? Alors, Olivier Pastré déteste ce terme de réglementation, mais est-ce qu'il y a parfois des bonnes réglementations justement qui puissent inclure l'ensemble des parties prenantes? Ben, je ne sais pas s'il faut, bonjour d'abord à tous, je ne sais pas s'il faut détester le terme réglementation. Moi, et pour reprendre ce que vous disiez en début, les pieds dans le plat directement, je reprends ce que vous avez dit, court-termisme, bottom-up, greenwashing. Moi, je pense au contraire qu'il y a une vertu de la réglementation. Actuellement, ce que je constate en tant qu'avocat, en conseillant souvent un certain nombre de grands groupes, c'est qu'il se passe en termes de RSE, ESG, une transformation, moi, que j'appelle une transformation subie parce qu'il y a de la part de l'Union européenne, notamment les États-Unis un peu, mais surtout l'Union européenne, un engagement très fort en termes de réglementation. Vous avez eu taxonomie, ça doit vous dire quelque chose, qui classifie les obligations pour s'orienter vers plus de durabilité, MIFID 2, SFDR, ça c'est ce qui concerne les marchés financiers. Pour ce qui va concerner les entreprises... Tous ces cycles que personne ne comprend. Tous ces cycles que personne ne comprend, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont être de plus en plus, et ils le sont extrêmement réglementés quand ils décident de produire des instruments financiers. Les entreprises vont avoir des obligations, alors on en a déjà, de publication de performances extra-financières. Ça va s'aggraver, j'allais dire, de plus en plus. Je dis ça s'aggraver parce que j'ai entendu dans d'autres panels précédemment qu'un certain nombre de chefs d'entreprise s'inquiétaient d'une sur-réglementation. Moi, au contraire, je pense que c'est très bien. Je n'entends qu'un mot depuis le début de ces rencontres, c'est qu'il faut aller vers la maison brûle, il faut trouver des solutions. Ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'on a un développement de la réglementation et en plus des moyens qui sont donnés aux parties prenantes, ONG, syndicats, employés, notamment en France avec la loi sur le devoir de vigilance, pour lancer des actions et obliger un certain nombre de grands groupes à changer, à s'aligner. Vous avez en France énormément d'actions qui ont été lancées contre des boîtes du CAC 40. Vous avez aux États-Unis la SEC, qui est l'organisme qui régule les marchés, qui a lancé un certain nombre d'actions à la fois civiles mais pénales contre, par exemple, DWS, le gestionnaire d'actifs allemand, qui a dû, parce qu'il ne respectait pas les normes en matière de greenwashing, son dirigeant a démissionné. Oui, c'est l'Amérique, mais on fait exactement pareil en France. En France, il y a aussi tout un développement d'un certain nombre d'actions pénales contre des... Je sais pas s'il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées contre des grands groupes pour non avoir fait travailler des Ouïghours et se produire dans les chaînes d'approvisionnement auprès de fournisseurs qui ne respectent pas les droits humains. Mais là, il n'y a pas d'interdiction.
C'est-à-dire que la filière qui utilise les Ouïghours n'est pas interdite. Après, c'est aux consommateurs de faire des choix. Enfin, non, c'est pas. Il y a un règlement au Parlement européen, mais pour l'instant, il me semble qu'il n'est pas contraignant, par exemple. Justement, il y a un double effet. Normalement, avec ces réglementations, vous êtes censé, dans votre chaîne d'approvisionnement, faire attention à ce que vous faites et respecter les droits humains. Vous prenez des engagements. À partir du moment où vous ne les respectez pas, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'associations, de salariés, d'ONG qui travaillent à la fois en France, à l'international, avec les victimes locales, qui déposent des plaintes. Ça arrive aujourd'hui sur le bureau du procureur, il y en a de plus en plus. Et des entreprises qui vont être mises en cause, mises en examen. Il y en a une récemment qui l'a été, pour justement la contradiction entre les principes affichés, je respecte ma charte éthique, et en réalité, je fais des choses complètement différentes. Donc les contre-pouvoirs ont de plus en plus de pouvoir. Les contre-pouvoirs, et je pense qu'on ne mesure pas à quel point, dans les 10 prochaines années, de la même manière qu'on a fait de la lutte contre la corruption avec Sapin 2, une nécessité de cartographier les risques, et que ça a entraîné un certain nombre d'actions, on ne mesure pas à quel point ce phénomène va se déclencher et à quel point les parties prenantes vont gagner de l'importance. Oliver Wild, pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier Pastré, justement, comment lutter contre le court-termisme, puisque d'après ce que nous dit Hippolyte, il faut être plus vigilant. Les entreprises aujourd'hui doivent faire beaucoup plus attention, justement, à la fois à leur filière, qui elles font travailler. Comment lutter contre le court-termisme? Parce qu'on parle de réglementation, mais enfin aujourd'hui, les boîtes doivent donner des résultats tous les trimestres. Alors quand elles sont cotées, c'est encore pire, enfin, si je puis dire. Donc là, le court-termisme est toujours omniprésent. L'outil de cartographie des risques, notamment, c'est pas un outil court-termiste. Donc, on parle de montée de la régulation. Les entreprises qui ont anticipé cette montée de la réglementation, qui ont déjà initié des actions en créant des comités parties prenantes, par exemple, au sein de leur processus de décision stratégique, ont anticipé ce mouvement. Ont déjà identifié pas juste un risque de réputation, parce que tout peut mener à un risque de réputation. Donc, en faisant l'exercice... C'est pas suffisant, le risque de réputation, pour vraiment agir. Non, justement. Et donc, la cartographie est un outil parfait pour décomposer tous les risques qui seront la cause de l'impact sur l'image et la réputation. Donc, si vous faites ce travail-là, déjà comprendre ces risques, c'est aussi se donner les moyens de saisir les opportunités et de voir à plus long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on voit déjà des entreprises qui portent un exemple, qui ont été, d'ailleurs, c'est des entreprises qui ont poussé sur des sujets d'entreprise à mission, par exemple. Alors, respecté ou pas respecté, critiquable ou pas critiquable. Après... Parce que l'autorégulation a ses limites aussi. Oui, mais les initiatives, en fait, ce qui débarque dans la réglementation, c'est qu'en fait, c'est un système vertueux, et c'est pour embarquer tout le monde dans ce système vertueux et de contraindre. Et donc, l'approche par les risques permet de ne pas subir et d'anticiper et de profiter de cette situation d'opportunité. Et le fait que vous faisiez référence au fait que les syndicats sont politisés et parce qu'ils n'ont pas les moyens d'agir, et donc on se retrouve dans un rapport de force. La discussion que l'on a aujourd'hui dans la transformation du modèle et de dialogue avec les parties prenantes, c'est pour qu'il y ait débat, mais qu'on trouve un équilibre. Ce n'est pas un rapport de force, ce n'est pas pour que la contribution de la partie prenante soit là pour casser l'entreprise, elle est là pour aider l'entreprise à faire mieux et plus vite. Et on a la culture en France de ça? Je sais qu'Olivier veut... Je pense qu'il y a un changement qui s'opère. C'est-à-dire que là, vous parliez de l'obsession de faire de la croissance à 2 chiffres, d'avoir des résultats à des niveaux où, en fait, il y a toutes les autres parties prenantes n'en a plus rien à faire. Il n'y a que l'actionnaire, in fine, qui poussait pour ça. Mais il a une importance, l'actionnaire. Mais s'il veut que son investissement soit pérenne, il faut peut-être réduire la part du profit et réinvestir sur des sujets. Donc ça veut dire qu'on a les moyens de financer une transformation sur l'écologie pour s'occuper de nos salariés, prendre en considération les attentes des parties prenantes, et mon entreprise sera là dans le long terme. On a la chance en France d'avoir des vieilles entreprises qui sont là depuis 150 ans et qui sont en train d'adapter leur raison d'être pour être là pour les 150 prochaines années. Si vous n'utilisez pas cette vision prospective et la considération des attentes des parties prenantes, dans 10 ans, vous allez être challengé. Aujourd'hui, vous êtes déjà challengé. Olivier, vous vouliez réagir? Oui, Hippolyte, je t'aime, mais je suis évidemment pas d'accord avec toi. Je n'ai pas dit que j'étais contre les réglementations, j'ai dit que j'étais contre les réglementations cons. Et je vais en prendre un seul exemple.
en matière de mesure du risque, les assureurs sont interdits d'acheter, qui collèguent de l'épargne à long terme, sont interdits d'acheter des actions et de faire du private equity. Ça s'appelle Solvency 2. Pour les banques, c'est BAL 3, qui, là aussi, interdisent aux banques, pas interdisent, mais pénalisent les banques qui financent les TPE. C'est-à-dire là où il y a des besoins, cette réglementation est totalement castratrice et il n'y a pas d'angélisme. On a tous envie d'être riches et en bonne santé, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut prendre des mesures drastiques et modifier les réglementations les plus cons. Et la liste est assez longue. Et je te rappelle que la SEC, que tu as glorifiée, a quand même permis, voire facilité le scandale Enron. Donc, Le scandale Enron. Un mot peut-être, Hippolyte, pour agir? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Les législations cons, il faut les abroger. Ce que j'observe quand même, c'est qu'il y en a un certain nombre qui vont vraiment dans le bon sens. Moi, c'est à ça que je tiens. Si demain, vous voulez que les grands groupes participent à cet effort, et en réalité, c'est quand même eux qui ont un pouvoir pour orienter les choses dans le bon sens, si vous voulez que ça soit le cas, il faut leur donner des guidelines, il faut leur donner une sorte de grammaire, c'est ce que le règlement taxonomie est en train de faire. Il faut aussi que les parties prenantes, celles dont on parle aujourd'hui, aient des moyens d'action et de contrôle. En France, et en tout cas c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça passe par un État peut-être un peu confrontationnel, repris dans les médias, des actions contre les groupes, une atteinte à l'image qui fait qu'aujourd'hui, ces grands groupes n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils respectent la réglementation et qu'on aille vers une situation dont on espère qu'elle sera sans doute meilleure. Laura Hartmann, la Suède, donc on a vu qu'elle était très en avance, enfin ce système de cogestion effectivement est une sorte de modèle. Aujourd'hui il est un petit peu remis en cause parce qu'il y a eu des réformes libérales dans ce pays, de privatisation du secteur de l'éducation par exemple, ce qui moi-même m'a d'ailleurs surprise. Mais est-ce que l'opinion suédoise est plus prête à un policy mix, à une politique énergétique beaucoup plus protectrice de l'environnement? Parce que là-dessus, en l'occurrence, la Suède est en avance que ne le serait par exemple l'opinion française. Est-ce qu'il y a une façon d'intégrer le citoyen suédois dans cette prise de décision, de mettre en place une politique énergétique beaucoup plus qui préserve l'environnement? Sweden is indeed Oui, la Suède est un exemple très intéressant, en effet, avec beaucoup de réglementations, beaucoup de taxes. Ce n'est pas le cas. Vous avez parlé également du système d'éducation. Et il faut se demander si les bénéfices et les sociétés privées sont bien pertinentes. Et l'opinion publique a un rôle important aujourd'hui pour permettre aux multinationales, notamment, qui génèrent des profits pour financer en fait le secteur éducatif, parce que ce n'était pas le cas jusque-là. Ça a beaucoup contribué aux problèmes que nous avions dans le système éducatif en Suède aujourd'hui. Alors, quand on parle de la transition énergétique, c'est aussi crucial. On a besoin d'avoir les bonnes compétences pour changer en fait les attributions de fonctions pour pouvoir développer. Les syndicats suédois, mais aussi les employeurs suédois n'ont pas peur des nouvelles technologies. Ils ont plutôt peur des anciennes technologies parce que nous voulons protéger les employés, pas les emplois. Ça a commencé à un certain niveau. Si vous voulez que les syndicats soient plus forts et qu'on ait une meilleure densité, il faut s'assurer que les employés soient inclus dans le processus de décision. Il y a beaucoup d'exemples qui sont bons et mauvais, notamment la numérisation. La transition numérique s'est faite sans accroc. Et les employés appliquent la nouvelle technologie parce que les employés ont été inclus dans l'introduction de ces nouveaux outils. Parce que si on a une approche descendante au lieu d'ascendante, à ce moment-là, ces nouvelles technologies seront mises dans les mains des employés sans que ça ne fonctionne avec une approche descendante. Donc, en fait, il faut changer cette vision. Il faut plutôt avoir une vision micro qu'une vision macro. Il faut vraiment que les sociétés incluent
les employés. Avec la grande distribution et le gouvernement, donc ça je dirais c'est au niveau macro, mais comme votre entreprise fait partie de l'économie numérique, est-ce qu'il y a une façon d'organiser les boîtes différentes, de justement faire participer les employés? Bon, ce sont des grosses PME, enfin pour l'instant vous en êtes à 1300 employés, donc ce n'est pas la dimension d'une grosse boîte du CAC 40, mais enfin tout de même, comment est-ce qu'on participe à la décision? Oui, tout à fait, c'est un sujet clé qui est beaucoup plus facile quand on est petit, parce qu'au début tout le monde a son mot à dire, et puis rapidement en 6 ans on est passé de une poignée d'employés à plus de 1300, et du coup ça devient de plus en plus compliqué. Nous on a toujours cette envie de empower, donc de donner les clés à chacun pour prendre ses propres décisions sur sa sphère d'influence en fait. Et nous, moi je pense vraiment l'entreprise comme en fait des experts qui sont coordonnés par des managers, mais finalement les experts sont plus pertinents pour prendre les décisions. Et donc ce qui a été important pour nous, c'est de définir pour chacun des 1300 salariés de l'entreprise sa sphère de décision, d'influence, et là de lui laisser les mains libres pour opérer. Donc on définit le cadre, et ensuite dans le cadre, l'important c'est qu'ils puissent naviguer selon leur bon vouloir et leur expertise. Et finalement, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et quand on est une entreprise en hyper croissance, on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de ne pas devenir le point bloquant de l'entreprise où toutes les décisions doivent passer par le management, parce que finalement, sinon, on peut plus avancer, quoi. Donc c'est très décentralisé, en fait. C'est le plus décentralisé possible. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a grandi aussi en nombre de salariés, parce qu'on a des équipes dans chacun de nos pays qui sont gérées quasiment comme des boîtes indépendantes. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de plus en plus, ça peut devenir une problématique parce qu'on perd les opportunités de synergie essentielles. Et donc, on passe notre temps à comprendre ce qui doit être centralisé et décider pour tous les pays, et ce qui doit être décentralisé et rester vraiment local. Mais quoi de plus local que l'alimentation en plus? On ne parle pas de gaspillage alimentaire de la même manière au Portugal, en Suède ou aux États-Unis. Et donc, il faut sans cesse trouver le juste milieu entre ce qui doit être centralisé et décentralisé. Un mot peut-être sur votre pacte. Oui. Alors effectivement, rapidement, on a développé l'application mobile qui permet, je le disais aujourd'hui, de sauver plus de 300 000 repas. Et finalement, moi, ça me paraît énorme, 300 000 repas par jour. Et en fait, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'ampleur du gaspillage alimentaire. Donc, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on va plus loin dans notre impact et comment est-ce qu'on implique justement les parties prenantes, donc la grande distribution, donc les industriels, donc les consommateurs. On s'est vite rendu compte que les dates de consommation aujourd'hui, c'est un problème. Elles sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire en Europe parce que les gens ne font pas la différence entre une date à consommer de préférence avant le ou une date à consommer jusqu'au. Effectivement, ça a l'air presque pareil, mais finalement, ça n'a rien à voir. À consommer jusqu'au, c'est vraiment un facteur d'hygiène que vous allez trouver sur des viandes, sur des poissons, et là, il faut respecter la date. À consommer de préférence avant le, c'est juste, c'est ce que ça veut dire, ça se traduit best before en anglais, c'est meilleur avant. C'est-à-dire que la consistance va être plus intéressante, le goût, l'odeur, mais vous pouvez encore tout à fait manger le produit après. D'ailleurs, il est même commercialisable plus de 3 mois après la date de péremption. Et c'est là où on se rend compte que c'était pas du tout concret. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des acteurs de l'industrie, de la grande distribution, des associations de consommateurs, des banques alimentaires, pour prendre et concrétiser 10 engagements pour réduire le gaspillage alimentaire dû aux dates de consommation. Donc on a fait ce travail pendant 6 mois. On a des engagements très concrets comme expliquer sur le packaging qu'après cette date, observer, sentir, goûter le produit avant de le jeter ou non, avant de le consommer. Et donc ça a fait énormément il y a énormément de gens qui se sont ralliés à ce pacte. Et derrière, on est allé l'apporter au ministère de la Transition écologique et au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en disant qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez l'officialiser ? Et donc on l'a officialisé au ministère de la Transition écologique en présence des 2 ministres, du président du Conseil national de l'alimentation. Et là encore, on est parti d'une initiative de terrain où on a construit les bonnes pratiques, mais l'idée c'est d'en faire la norme par la suite, et là d'engager les parties prenantes, et donc que l'entreprise privée puisse construire de la matière pour que les pouvoirs publics en fassent la réglementation par la suite. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a lancé aussi des initiatives sur ma ville anti-gaspi, comment est-ce que au niveau local, on peut aussi construire une ville qui s'engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, que là on vient de lancer un programme qui s'appelle Mon école anti-gaspi, pour donner les clés aux professeurs des écoles pour parler de réduction du gaspillage alimentaire aux enfants du primaire. Et c'est
c'est vraiment pour nous l'importance de l'entreprise qui a un modèle économique, c'est qu'elle peut et qu'elle doit construire des programmes comme ça qui vont permettre de changer la société en profondeur. C'est le bottom-up, ça, Olivier. C'est exactement ça. Oui, mais je suis déprimé, ça m'arrive pas souvent. Ah bon Pourquoi? Parce que c'est tellement génial ce que tu as fait qu'il ne faut pas croire que les autres le font. Ce que je veux dire, c'est que greenwashing, machin, un truc. Oui, on est tous bien d'accord, mais ça, c'est un cas concret. Alors tout le monde va se dire, putain, elle est vachement bien, son truc, c'est génial. Ça peut faire des oui, émules. mais tu es archi minoritaire et il faut entraîner les autres. Tu vois, le coup de Yves Rocher en Russie, Je lui en parle, l'attaque cardiaque. Mais l'idée pour moi, ça a toujours été de prioriser l'impact et par contre d'être réaliste et donc d'avoir un modèle économique qui vient servir cet impact. Mais aussi vraiment notre mission, c'est d'inspirer et d'engager. Donc loin de juger, et je trouve que les gens qui sont comme moi très activistes du climat, on est souvent dans un truc où on juge, on dit ah tu prends l'avion, c'est pas bien. Pour moi mon idée c'est vraiment d'inspirer et de dire que bah oui on peut aller en Bretagne en train plutôt que de faire un Marseille-Nantes en avion. C'est important et il suffit de le savoir, il suffit d'en parler et chacun fait ses petites avancées à sa vitesse et de la façon dont il peut. Mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Too Good To Go et c'est d'où l'importance de créer une vraie entreprise. Et moi, j'ai tenu à ne pas être une association parce que je veux et je crois pertinemment au fait que l'entreprise peut se repenser pour générer de l'impact de manière plus efficace que n'importe quel autre acteur potentiellement. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Juste, Hippolyte, peut-être une réaction sur une proposition. Je réagis déjà parce que j'ai 2 enfants totalement hypocondriaques qui refusent de manger les yaourts quand ils arrivent à terme. Là, je vais pouvoir leur expliquer la différence entre à consommer des préférences avant. Donc, je te remercie pour. Exactement. Pour et un ça. yaourt qui est périmé, ça se sent dès qu'on l'ouvre, on le sait. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, il faut ouvrir le yaourt avant, Oui, tout à fait les manger après la dette. avant de le jeter à la poubelle. Une proposition peut-être avant de faire réagir la salle parce qu'il nous reste 5 minutes. Proposition, alors. Peut-être Pour pas qu'une. Moi, inclure les parties voilà, prenantes. moi, le plus important, ce serait de trouver toutes les mesures qui permettent de sortir d'un état confrontationnel que l'on voit un peu aujourd'hui pour passer à un état de véritable dialogue dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est le modèle suédois, ça. Le modèle suédois. Mais il y a vraiment, je pense qu'Olivier le disait en introduction, mais, le financement des syndicats, c'est quelque chose de central. Il faut évidemment les financer. Moi, je me rappelle que j'avais participé à un procès, celui de Denis Gauthier-Sauvagnac à l'époque, qui voulait fluidifier les relations sociales, puisque l'UIMM finançait les syndicats depuis les années 50, et ça a été condamné par la justice, alors qu'en réalité, c'était un secret de polichinelle de tout le monde. Il faut évidemment financer les syndicats. Moi, je suis évidemment totalement d'accord. Après, il y a plein de choses à faire en matière de RSE. Je pense qu'il faut que un certain nombre de salariés, de gens qui sont présents dans les comités RSE soit plus fort dans les conseils d'administration. Je pense aussi qu'il y a une réflexion à mener sur l'intéressement, la participation, la rendre plus compréhensible, à la fois dans les grandes entreprises, mais dans les petites. Il y a déjà des efforts dans la loi PAC qui ont été faits, mais il faut aller plus loin. Je pense aussi qu'il faut, au niveau de la rémunération des dirigeants, sans doute l'indexer en partie sur des objectifs RSE transparents, qui correspondent à ce que la réglementation attend, que les uns et les autres puissent contrôler. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour permettre un dialogue un petit peu plus important dans les entreprises à ce niveau-là. Voilà, il nous reste 5 minutes pour faire réagir la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a 5 minutes. Je ne sais pas où se trouve le micro. Est-ce qu'il y a une question dans la salle là-bas? Est-ce que vous avez un micro? Voilà. Et puis devant aussi. Vous pouvez vous présenter juste avant et poser votre question. Merci. Oui, bonjour, Egline de Genassou, je suis directrice des relations institutionnelles d'Unibail. J'aurais une question sur la manière dont vous structurez concrètement les parties prenantes, les objectifs et comment vous les mesurez. Je crois qu'on a eu un bon exemple hier avec CNP qui expliquait comment ils avaient pu avoir leurs 6 parties prenantes, 3 objectifs par partie prenante et donc 18 objectifs qui mesuraient avec des KPI à chaque fois. Et donc je trouvais assez intéressant de se dire, voilà, au-delà du discours et de l'importance de prendre des parties prenantes, comment vous recommanderiez de vraiment concrètement le faire? On a la société à mission qu'on connaît, donc ça c'est la structure juridique. Si on ne passe pas à cette structure juridique, comment vous feriez en fait pour le faire concrètement? Oliver, peut-être la réponse, non? Donc si on ne sait pas comment faire, déjà vous pouvez rejoindre la MRAE, puisque c'est un lieu de formation, d'échange. Si vous savez faire, eh bien, venez aussi pour échanger sur les bonnes pratiques. Mais concrètement, juste pour donner quelques clés,
La première chose, c'est de cartographier ces parties prenantes, c'est d'identifier quelles sont les parties prenantes, de les positionner par rapport aux enjeux, à vos activités. Déjà, ça vous fait une introspection sur bien comprendre votre activité, son développement, d'identifier quels sont les influenceurs, quelque part, pour bâtir la stratégie de demain. Une fois que vous avez fait ça, intégrez-les dans l'identification des enjeux qui vont être matériels, donc les matrices de matérialité, par exemple, intégrez-les au dispositif de cartographie des risques pour justement pouvoir les associer aux décisions stratégiques. Alors, en fonction de la taille, ça va varier. Si vous êtes une plus petite structure, où vous allez pouvoir établir un dialogue assez récurrent, assez régulier. Si vous êtes une plus grande structure, la mise à jour de votre cartographie des risques, vous la faites quasi une fois par an, peut-être une fois tous les 2 ans. C'est à ce moment-là qu'il faut intégrer les enjeux et les attentes de ces parties prenantes dans le dispositif. Et ensuite, dès que vous prenez une décision, vous avez toujours ce référentiel des attentes. Et vous pouvez prendre les décisions d'investissement, de développement, et développer votre plan stratégique par rapport à ça. Et il faut avoir cet outil d'aller-retour, de challenge, parce qu'avec les indicateurs auxquels vous faites référence, une fois que vous avez fixé vos objectifs, il va falloir rendre compte. Parce qu'en fait, ce que vous essayez de créer là, c'est un capital confiance. Avant, le capital, c'était le capital financier. Ensuite, on a décidé d'intégrer le capital social, préserver la santé de nos collaborateurs. Là, maintenant, on se dit, bon, capital environnemental, il faut aussi le préserver. Là, on parle d'un capital confiance parce que vous allez réunir tous ces capitaux et comment les préserver dans le temps, mais de façon intégrée et de façon avec un dialogue. Il y avait une question devant, je crois. Juste, si je peux, tu as donné dans ta question la réponse. Il faut d'abord mesurer. Et puis ensuite, après, il faut fliquer. Là-dessus, il faut être coercitif, sinon on n'y arrivera pas. Et parmi les parties prenantes, j'en ai oublié une qui est essentielle, c'est les médias. Qui ont un rôle absolument, qui jouent un rôle absolument déterminant dans la transmission de l'information et du savoir. Et il y a peut-être des progrès à faire, pas chez France 24, mais partout ailleurs. Partout, il y a des progrès à faire. Laura Hartmann. I think you can. Je pense qu'on peut le faire de nombreuses façons, de manière formelle ou informelle, avec les membres des syndicats. Je sais que dans les hôpitaux suédois, il y a des patients. Il y a des représentants des patients aussi au conseil d'administration. Pour moi, c'est une question de conception des services. Je ne sais pas comment vous appelez ce concept en France, mais c'est un gros concept en Suède. On essaye vraiment de mettre les employés au centre pour répondre aux besoins des clients. Ces personnes, en fait, qui sont affectées par ce que vous faites dans votre société, dans votre organisation. Et ensemble, il faut les mettre, leur permettre de trouver les réponses pour savoir comment on peut organiser la société pour créer une plus grande valeur. Et ça, c'est ce qu'on fait en Suède. Et je pense que ça permet vraiment de donner du pouvoir aux employés, aux organisations. Ça permet à tout le monde d'écouter, d'être vraiment à l'écoute, d'être ouvert au changement dans la manière dont le travail est accepté et dont est organisé. Et donc ça, c'est des éléments clés pour moi. Terminé, mais vous aviez une question très vite, monsieur? Non, pas de question. Très bien. Merci à tous. Merci. Désolé, c'est fini. Merci. Bravo en particulier à Stéphanie. Bravo à tout le monde. Hein. On a fait la peau du short-termisme, on a fait la peau du greenwashing, donc on a fait notre boulot, on peut les bouffer. On a essayé d'avancer. Bonne journée. Merci Olivier, merci à tous. Merci à vous.